Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Un dernier tête-à-tête pour s'entendre sur les modalités de la sortie de crise à l'UMP. Jean-François Copé et François Fillon réunis en ce moment même. Sur ce plateau, Roger Carucci, pro-Copé, invité du journal donc pour réagir à cette issue manifeste de ce psychodrame. François Hollande vante le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises, mais au Sénat, le PS s'est retrouvé tout seul pour le voter. Les écologistes l'ont rejeté. Le chef de l'État en Algérie, cette semaine, une visite d'État qui réveille les passions entre les deux pays. Avec nous tout à l'heure, Jean-Pierre Chevènement et l'écrivain Yasmina Kadra. Un mois de folie donc sans précédent et un accord global en passe d'être signé par les deux belligérants. D'accord finalement pour un nouveau vote pour la présidence de l'UMP en septembre 2013. Même si un grain de sable bien sûr n'est jamais à exclure, cette ultime rencontre Copé-Fillon devrait être la bonne. Faustine Saint-Geniès. Un entretien à huis clos, le dernier tête-à-tête entre François Fillon et Jean-François Copé, le 6e de ce type. Mais cette fois-ci, les deux camps ont bon espoir. Et pour cause, depuis hier, Jean-François Copé, le président contesté de l'UMP, a lâché du lest. Il propose de nouvelles élections en septembre prochain. Je crois qu'il y a eu vraiment un progrès très important ce week-end. Et moi, j'ai souhaité que, dans une logique d'apaisement, et vous savez que j'ai toujours été dans cette démarche d'apaisement, on essaie de trouver une solution qui permette de nous rassembler. Voilà, et c'est dans cet esprit que j'ai proposé que je puisse remettre mon mandat en jeu sous forme d'une élection anticipée en septembre prochain. Demain doit être organisé à l'Assemblée et au Sénat un référendum des parlementaires UMP pour ou contre un nouveau vote. Jean-François Copé pourrait être mis en minorité. Un référendum qui serait annulé en cas d'accord entre les deux rivaux. Je pense que cette consultation elle a été un des facteurs déterminants, j'allais dire des retrouvailles indispensables dans un dialogue entre Jean-François Copé et François Fillon. Alors jusqu'à 7 h, nous maintenons notre réunion. Sera-t-elle suivie d'un vote ou non? J'allais dire s'il y a accord, bien sûr que non. Jean-François Copé s'est dit favorable à un vote sous contrôle d'une haute autorité, à un abaissement du seuil des parrainages pour être candidat et à l'élection d'une direction collégiale. Des propositions accueillies favorablement par le camp Fillon. Voilà, et on prend tout de suite les dernières informations donc, de ce tête-à-tête avec devant le bureau où sont réunis Jean-François Copé et François Fillon à l'Assemblée nationale, même si les portes sont fermées. Michael Zamès. Ah oui, elles sont bien fermées les portes, Michel, ça je vous rassure. Et depuis 18 h 17, les deux hommes entament donc leur 6e face-à-face. Le dernier, peut-être pas, ils pourraient encore se retrouver demain car accord, il y aura sûrement, mais quand? C'est la véritable question. Est-ce que ce sera ce soir? Est-ce que ce sera demain? Dans le camp Fillon, on dit surtout pas de précipitation. Nous, ce qu'on veut, c'est un accord en béton. Alors, il reste encore quelques détails, comme le disait Faustine à l'instant dans son sujet, notamment sur la date du vote et puis aussi sur l'instance collégiale et les membres qui composeront cette instance collégiale. En tout cas, demain, il y aura cette réunion avec un vote ou pas vote. Ça dépendra évidemment d'un accord ou pas ce soir entre les deux hommes. On s'attend peut-être à un communiqué dans la soirée ou au plus tard demain. Il y aura aussi un bureau politique demain après-midi très important ici à l'Assemblée nationale. Et cette fameuse réunion organisée par le député Bernard Accoyer où participeront sénateurs et députés devrait être une réunion de thérapie, une thérapie de groupe, nous a-t-il dit. Très bien, Michael, vous restez bien sûr sur place et vous nous appelez s'il y a du nouveau. Le chef de l'État a défendu aujourd'hui le cap économique et industriel lors d'une visite dans une usine innovante, Radial, à Château-Renaud, en Indre-et-Loire. Alors qu'au lendemain d'élections législatives partielles gagnées par l'UMP, le PS refuse de voir dans ce scrutin un désaveu de la politique gouvernementale. Le chef de l'État, donc, de son côté, a vanté le crédit d'impôt compétitivité, une mesure qui n'a pas obtenu la majorité au Sénat avec en plus du rejet communiste cette fois, le refus des écologistes de le voter. Nouveau couac à gauche, donc Fabrice Cunet. La grogne des sénateurs verts couvait depuis plusieurs mois. En provoquant le rejet du crédit d'impôt, un pas est cette fois franchi. Car ce CICE est la mesure phare du gouvernement.
L'attitude des élus écologistes sonne comme un avertissement. La commission des finances du Sénat vient d'estimer le coût réel de ce crédit d'impôt, non pas de 20 milliards, mais de 24,3 milliards d'euros. Donc on peut se demander si le gouvernement, dans sa volonté de faire vite et d'agir vite pour relancer l'activité, n'est pas allé trop vite. En tous les cas, il a loupé une étape, c'est celle de dialoguer, d'échanger, d'écouter et de trouver des aménagements avec les membres de sa majorité. Alors les élus verts peuvent-ils jouer la dissidence systématique appliquée par le groupe communiste? L'idée est pour l'instant rejetée. Encore faudrait-il que le gouvernement change de méthode. La majorité sénatoriale est en difficulté, mais elle n'a pas été mise à bas. Et je pense que cette majorité peut se retrouver dès l'instant où chacun a eu le sentiment d'être peut-être un peu plus écouté. C'est apparemment ce qu'on attend de nous. Pour certains élus socialistes, le gouvernement jouerait avec le feu. Fort d'une majorité solide à l'Assemblée, il resterait sourd aux appels à la concertation lancés au Sénat, au risque de voir les sénateurs réduits à un simple rôle d'observateurs. Voilà, François Hollande, qui était aujourd'hui, je vous le disais, en Indre-et-Loire, a refusé de blâmer tel ou tel exilé fiscal, façon de regretter les propos de Jean-Marc Ayrault sur Gérard Depardieu. Mais le chef de l'État a choisi de saluer, je cite, ceux qui payent leurs impôts en France. Propos tenus donc à Château-Renaud, le Premier ministre a précisé aujourd'hui qu'il n'avait pas traité l'acteur de minable, mais que le fait de s'implanter en Belgique pour payer moins d'impôts avait en effet, selon lui, un côté minable. Arnaud Montebourg, condamné pour atteinte à la présomption d'innocence du sénateur PS Jean-Noël Guérini, un honneur, dit aussitôt le ministre du redressement productif, donc après sa condamnation. Jean-Marc Ayrault, lui, aujourd'hui, était à Clermont-Ferrand. Il a entamé une semaine d'hommage à l'engagement des militaires français en Afghanistan. Il s'est félicité que le retrait avant la fin de l'année a été respecté selon l'engagement donc du chef de l'État. On écoute le Premier ministre. Toutes les forces combattantes sont rentrées à la fin de l'année. Il ne reste plus que les forces logistiques chargées de ramener le matériel que nous avons encore là-bas. Et au milieu de l'année prochaine, il ne restera plus que 400 hommes dans le cadre des accords que nous avons dans le cadre du traité franco-afghan. Voilà, et vendredi, des militaires de retour en France, donc d'Afghanistan, seront reçus à l'Élysée par le chef de l'État. Premier invité du 19h, donc le sénateur UMP Roger Karoutchi. Bonsoir. Est-ce que vous avez ce soir, même avec un petit peu d'avance, envie de pousser un grand ouf de soulagement? On va attendre demain, va. On va attendre demain. D'abord parce que je pense que on a eu, dans les semaines passées, parfois le sentiment qu'on sortait de la crise, et puis il y avait un couac au dernier moment. Là, vous y croyez? Oui, là je pense que l'accord global, parce que quand on ne cherchait un accord que sur la date du vote, il n'y avait pas d'accord global en vrai. Tandis que là, réforme des statuts, conditions de candidature, date du vote, mise en place d'une haute autorité de contrôle du vote, tout ça est sur la table et tout ça est en train, je pense, de trouver un accord global entre François Fillon et Jean-François Copé. Accord global. Est-ce qu'il prévoit effectivement que le président élu, le futur président élu de l'UMP, ne pourra pas participer aux primaires de l'UMP pour la présidentielle de 2017? Donc, primaires qui auront lieu l'année d'avant, en 2016. Alors, en réalité, l'accord, alors on va voir ce qui sort ce soir, hein, ou demain, mais l'accord serait que soit le président s'engage à ne pas être candidat aux primaires, soit il s'engage à se mettre en retrait de sa fonction dans, par exemple, les 6 mois qui précèdent les primaires. Ce qui avait été un peu la demande des partisans de François Fillon par rapport à Copé, secrétaire général, sur la candidature à la présidence. C'est très difficile de dire à quelqu'un, vous ne pouvez pas être candidat à la présidence de l'UMP si vous imaginez, dans 2 ans, dans 3 ans, être candidat aux primaires. D'abord parce qu'il n'est pas dit que des gens qui n'en ont pas l'idée aujourd'hui, en 2-3 ans, se disent pas, après tout, pourquoi pas moi? Et ce serait interdire à des gens d'être candidats aux primaires. Déjà, plusieurs ont dit qu'ils étaient candidats aux primaires. Xavier Bertrand, Nathalie Kosciusko-Morizet. On ne peut pas leur interdire d'être candidat à la présidence de l'UMP de ce fait. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Mais vous appelez de vos voeux un renouvellement des candidatures à l'UMP ou une pas? Ouverture, oui, une ouverture. Moi, j'étais de ceux qui regrettaient qu'il n'y ait que 2 candidats. Pourquoi? Parce que ça a dualisé très longtemps, pendant 2 mois et demi, 3 mois. On aurait eu un premier tour avec 4 ou 5 candidats. Et un second tour seulement d'1 semaine entre les deux. Avec 2 candidats, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu cet affrontement. Alors, on sait que Jean-François Copé sera candidat à nouveau à son mandat à la tête de l'UMP. Il a dit hier soir qu'il se réservait de voir. Mais
Moi, je le souhaite. Vous le souhaitez. Maintenant, c'est à lui de décider. On a des doutes sur François Fillon. Lui, il appelle à vraiment des nouvelles candidatures. Ouais. Il a laissé entendre qu'il pourrait ne pas être candidat. Est-ce que la solution ne serait pas que les deux la renoncent? Parce qu'ils ont été un petit peu secoués par l'épreuve. Ils ont leur part de responsabilité, bien sûr. Médiatiquement, ça vous permettrait d'aller en retrouver d'autres pour faire de l'usage. Non, mais je comprends. Et en même temps, soyons francs, ces deux-là ont eu 40 000 parrainages. Ces deux-là ont obtenu, en gros, chacun 80 000 voix. Sincèrement, comment dire à ces deux-là, vous ne pouvez pas être candidat. Hein, vous avez eu 50% des voix, mais non, il faut sortir du jeu. Je pense qu'il faut plus ouvrir, faire en sorte, en baissant le nombre de parrainages nécessaires, que Nathalie, que Bruno Le Maire, que Xavier Bertrand, s'il le souhaite, puissent être candidats, d'autres, s'ils le souhaitent. Copé et Fillon décideront si eux veulent y retourner, et puis on ouvre le jeu. Bon. Mais ouvrons le jeu. Ouvrons le jeu. Ça ne vous inquiète pas, ce nouveau vote à quelques mois des municipales qui seront un grand rendez-vous pour l'UMP? Il va y avoir des interférences, peut-être un risque de division en pleine campagne électorale. Alors, je comprends, et en même temps, rassurez peut-être pas, mais quand même, regardez, depuis 5 semaines, on ne peut pas dire qu'on offre un spectacle toujours très rassemblé. Ça n'a pas empêché, Dieu est grand, nos électeurs d'aller voter hier. Et on a gagné dans les 3 circonscriptions renouvelées, repris un siège au PS, repris un siège à l'UDI. On nous disait que l'UDI allait nous prendre nos adhérents et nos élus. Quelle surprise, hein? Quelle surprise pour vous. Quelle surprise. Les bonnes surprises ne sont jamais trop. On peut avoir dans l'actualité autre chose que de mauvaises nouvelles. Est-ce que vous-même, comme lieutenant de Jean-François Copé, vous êtes tellement vu sur les écrans, Roger Karoutchi, trop, vous le reconnaissez, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir joué vous-même avec le feu? J'ai essayé, moi, de ne jamais attaquer, parce que je pense que défendre son champion, c'est normal. C'est la campagne normale. J'ai essayé de ne jamais être ni injurieux, ni insultant envers les autres. Acteur dans la montée des tensions. Mais c'est vrai que lorsque vous avez 10 caméras en bas du siège de l'UMP, l'espèce d'info en continu, où on vient vous dire, vous participez, même si vous restez très en retrait ou en réserve, vous participez à alimenter un feuilleton. Donc, et je crois qu'il faut sortir pour vous ce soir. Oui, pour tout le monde, tous ceux qui... Vous l'attendez des deux candidats, des deux belligérants? Je pense que tout le monde a intérêt à aller vers la prochaine campagne avec beaucoup de retenue, beaucoup de réserve et beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça, c'est un vœu pieux, parce que la haine ne va pas disparaître. Oh, la haine, on n'est pas obligé, parce qu'on en est dans le même parti, de s'adorer. Mais on est obligé de... on peut être bons camarades, mais on est obligé de se dire, nos militants, nos électeurs n'acceptent pas et n'accepteraient pas qu'on se divise. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été le plus fort, justement, dans cette résolution de la crise? Enfin, au bout d'un mois, quand même, vous parlez de la pression des militants. Il y a aussi les amis des uns et des autres. Notamment, dit-on, les amis de Jean-François Copé, qui ont tenté de le ramener à la raison. Oui, est-ce que vous avez vous-même exercé des pressions sur Jean-François Copé pour qu'il lâche du lest? Moi, je n'exerce pas de pression. Moi, je considère que Jean-François a gagné cette élection. Alors après, on peut débattre. Est-ce que c'était assez large, pas assez large? Est-ce que ça suffit pour rester, pas pour rester? J'en sais rien. C'est Jean-François qui a pris la décision. C'est lui, et lui seul, qui a dit « J'accepte de remettre en cause mon mandat. » Tout seul? Oui, parce qu'en vrai, la commission des recours, la commission de contrôle, tout le monde lui disait « Tu peux rester. » C'est pas inquiétant pour Nicolas Sarkozy, dont vous êtes si proche, parce que finalement on s'aperçoit qu'il ne pèse pas et qu'il n'a pas pesé dans cette affaire-là, dans cette crise à l'UMP. Sincèrement, s'il y a eu des entretiens directs, même s'ils n'ont pas toujours donné les résultats qu'on attendait dans les semaines dernières, c'est bien parce que Nicolas Sarkozy a souhaité qu'il y ait un contact direct. Oui. Alors, enfin, il avait fixé un ultimatum qui n'a pas été respecté. Bon, ben ça... il n'est pas indispensable. L'ancien chef de l'État n'est plus indispensable. Je pense qu'il est indispensable au pays. Et que donc, au moment où il le souhaitera, ben, nous serons là avec lui parce que quand on voit le rejet de la gauche, les dérapages de la gauche marqués encore hier ces élections partielles, on sent bien qu'il faut que la droite soit rassemblée pour gagner en 2017. Vous dites, Jean-François Copé a décidé tout seul de faire ce geste, de faire cette avancée sur les questions du calendrier notamment. Oui. Mais non, Roger Karoutchi. Alors, il y a eu, paraît-il, le médiateur en chef, le casque bleu numéro 1, Jean-Pierre Raffarin. Vous ne l'oubliez pas. Vous ne l'oubliez pas. Je ne risque pas d'oublier Jean-Pierre Raffarin, qui est un de mes amis et qui a été quelqu'un de remarquable dans cette affaire. À un moment, il faut que quelqu'un serve, j'allais dire, de déclencheur. Vous avez des gens qui disent « moi je suis prêt à faire un pas », un autre qui dit « moi je suis prêt à faire un pas ». Et puis il faut le faire. Et donc, il faut quelqu'un qui serve de go-between et tout. Et Jean-Pierre Raffarin, qui est un diplomate né,
il a dû apprendre ça en Chine ou ailleurs, qu'il fréquente assidûment. Eh ben, il a réussi à faire dire aux uns aux autres, voilà, on peut avancer là-dessus, mais en échange, il faut arrêter ça. Est-ce qu'on peut bouger là-dessus? Voilà. Et je trouve qu'il a fait ce travail très bien. Et voilà, maintenant attendons quand même. Il peut revendiquer à bon droit son rôle de médiateur, de conciliateur. Il sait que dans le domaine de la conciliation, il a joué un rôle essentiel. Qu'a révélé selon vous cette crise de la nature des deux personnages politiques que sont François Fillon et Jean-François Copé? Que ce sont à la fois tous les deux des hommes d'État, tous les deux des vrais chefs de guerre. Des hommes d'État, la crise a montré qu'ils étaient des hommes d'État. Oui, mais attendez, laissez-moi finir. Mais que tous les deux ont quelque part subi l'érosion liée au poids maintenant du quotidien de l'information heure à heure. C'est pas leur faute en fait, en quelque sorte. C'est le système médiatique. C'est la faute de tout le monde. C'est la faute des politiques qui s'y livrent trop. Et c'est la faute aussi du système en continu qui veut croire que ce système peut obtenir 10 minutes par 10 minutes des scoops. Voilà, c'est compliqué. On revient à ce qu'on disait au début de cet entretien, Roger Karoutchi. Est-ce que vous croyez à la capacité d'oubli des Français, des militants de l'UMP, sachant qu'on le voit, Jean-François Copé a dévissé dans les sondages, mais enfin d'une façon incroyable. François Fillon aussi. Moins, mais François Fillon a beaucoup perdu, Jean-François Copé a beaucoup perdu. 11 points dans le dernier baromètre de mais BVA. les deux ont besoin à la fois de se reconstituer chez les Français, chez les adhérents. Avec les deux du temps, ont besoin du temps. Il faut un peu de temps, bien sûr, mais moi je pense que ce sera rapide si les deux se remettent à un combat contre la gauche et contre la gauche seulement. Et pas contre eux-mêmes, donc. Hein. Et pas contre eux-mêmes. Une élection interne est toujours un peu compliquée, c'est normal. Merci beaucoup, Roger Karoutchi, d'être venu ce soir pour peut-être le point final donc, à cette crise à l'UMP. Jean-Pierre Chevènement et l'écrivain algérien Yasmina Khadra vont nous rejoindre maintenant pour évoquer l'Algérie et les relations avec la France, sujet ô combien délicat, qui sera au cœur de la visite qu'effectue François Hollande à partir de mercredi. François Goulin. Le voyage du chef de l'État est d'abord politique, avec l'éternelle question de l'histoire. François Hollande devra trouver les mots lors de son discours prévu à Tlemcen pour évoquer la période coloniale. Mais ses conseillers sont formels, il n'y aura ni repentance ni excuse. Les enjeux économiques seront évidemment du voyage. Dans la délégation, une vingtaine d'hommes d'affaires et Jean-Pierre Raffarin, chargé par Nicolas Sarkozy des questions économiques pour l'Algérie, est reconduit dans ses fonctions. Des accords sont en négociation pour l'implantation d'usines par Renault et Total, ainsi que des projets en matière d'infrastructure et d'énergie. La France reste le premier partenaire économique de l'Algérie. Les Algériens souhaitent également que le nombre de visas délivrés à leurs ressortissants, notamment les étudiants, soit sensiblement augmenté. Dernier enjeu, et non des moindres, le Mali et la question du terrorisme au Sahel. Le président français devra convaincre les Algériens de participer à une intervention militaire internationale contre les terroristes d'AQMI et à une opération armée des États africains au Mali. Le chef de l'État part tout de même avec un avantage, sa connaissance du terrain. Il a vécu 8 mois dans le pays étant étudiant et a hérité d'un surnom, Hollande, l'Algérien. Voilà, nos invités, donc Jean-Pierre Chevènement, bonsoir, sénateur et président d'honneur du Mouvement républicain et citoyen. Et puis Yasmina Khadra, on est heureux d'accueillir ici cet écrivain réputé qui est par ailleurs à Paris directeur du Centre culturel algérien. Merci à tous les deux. Qu'attendez-vous l'un et l'autre de cette visite d'État du chef de l'État français sur la question de la mémoire, Jean-Pierre Chevènement? Mais vous savez, c'est le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et je pense que le moment est venu de mettre nos relations au niveau de ce qu'elles devraient être. Bien entendu, l'histoire a existé. 132 ans ont été marqués par des affrontements presque continus, car la guerre de conquête a duré longtemps, et la guerre d'indépendance a été, je dirais, précédée par des affrontements, des massacres. Et les esprits restent en Algérie marqués par cette image de la France puissance coloniale, aujourd'hui encore 50 ans après. Écoutez, il y a une réalité qu'il faut reconnaître. Parce que nous ne pourrons nous tourner... C'est-à-dire aujourd'hui. Comment la reconnaître aujourd'hui? Eh bien, par un effort de lucidité, de conscience partagée. Le président Bouteflika a dit qu'il fallait avoir une vision objective de l'histoire. Mais on peut dire qu'en 1830... le débarquement de Sidi Ferruch
C'était le dernier acte de Charles X. Hein, ça n'avait pas grand sens. Hein, et la France, 8 ans encore avant l'indépendance, prétendait que l'Algérie c'était la France. Ce n'était pas vrai. Oui. D'abord parce que la France n'a jamais vraiment fait ce qu'il fallait, à supposer que c'eût été possible pour faire des Algériens des Français. C'était pas possible en plus. Les Algériens sont un peuple qui est différent du peuple français, qui mérite d'être respecté, qui a ses qualités, ses atouts. Et je pense que la France et l'Algérie ont beaucoup de choses à faire ensemble. C'est un partenariat exemplaire que nous devons être capables de créer pour l'avenir. Il y a des rendez-vous économiques très importants, puisqu'il y a des projets d'implantation d'entreprises françaises. françaises. Si vous avez invité M. Cadras, c'est pour parler peut-être de la culture aussi. On va l'entendre. Alors, qu'est-ce que vous répondez à la même question que j'ai posée à Jean-Pierre Chevènement? Qu'est-ce que vous attendez de cette visite d'État du président français sur le plan de la mémoire partagée entre les deux pays et pas antagoniste? Oui, je pense qu'il est grand temps pour la France de reconnaître le colonialisme. Ça n'a pas été une expédition heureuse, ça n'a pas été une villégiature, ça a été une conquête et l'assujettissement de toute une nation. Il y a eu beaucoup de... Les Algériens n'ont jamais accepté cette colonisation puisque depuis 1830, ils n'ont pas arrêté de combattre le colonialisme. Mais maintenant, il est grand temps de penser à demain. Oui. Parce que ce qui la nous reconnaissance, importe... ça veut dire, parce qu'il y a toujours en Algérie aujourd'hui, en filigrane, le désir de repentance de la France. Vous le réclamez, c'est un mot qui n'est pas souhaité par les Algériens. C'est-à-dire les Algériens ne demandent pas à la France d'implorer leur pardon, mais juste de s'excuser de ce qui s'est passé. Des excuses. C'est tout. Des excuses. Des excuses, reconnaître quand même que pendant très longtemps, pendant 132 ans, les Algériens ont été réduits au statut de sous-homme. Est-ce que la France peut aussi réclamer des excuses à l'Algérie pour certains épisodes qui ne sont pas glorieux oui, mais vous savez, la guerre, c'est une monstruosité, mais elle se doit d'avoir l'excuse de nous instruire. Donc ce qui s'est passé, finalement, c'était une guerre de libération et la cruauté s'affrontait des deux côtés. C'était inévitable, on ne pouvait pas croiser le faire avec quelqu'un tout en lui souriant, c'est pas possible. Donc, comment placer le curseur aujourd'hui dans l'opinion publique algérienne entre la haine et l'amour aussi de la France? L'amour est présent aussi. Non, je vous assure qu'en Algérie, il n'y a pas de haine. Comment? Pas de haine. Il n'y a pas de haine en Algérie, vous pouvez y aller. Il faut demander aux Français qui rentrent régulièrement en Algérie pour une raison ou pour une autre. Ils sont très bien accueillis. L'Algérie, il n'y a pas de rancune chez les Algériens. La rancune, elle est peut-être ici en France. De la rancune en France, c'est votre point de vue, Jean-Pierre Chevènement? Oui, il y a des gens qui n'ont pas dépassé ce qui est arrivé il y a 50 ans. Alors on peut humainement comprendre pour certains, mais en même temps, il est évident que le général de Gaulle avait raison quand il a ouvert la voie de l'indépendance algérienne. Et d'ailleurs, je veux vous rappeler qu'à 2 reprises, le peuple français s'est prononcé par référendum. Au début de 1961, en janvier 61, si mes souvenirs sont bons, et en avril 1962, pour dire oui, l'Algérie peut choisir l'indépendance. Et c'est ce qu'elle a fait le 5 juillet 1962. Et moi, j'ai voulu de toute mon énergie et de ma passion de jeune homme que cette indépendance de l'Algérie arrive, mais dans l'amitié avec la France. Et je pense que nous devons essayer de bâtir cette amitié parce qu'elle est dans l'intérêt mutuel. L'Algérie est un très grand pays émergent, à 800 km de la côte française. C'est la clé du Sud, comme disait le général de Gaulle. C'est le pays qui nous fait face, qui est un grand pays du Maghreb, qui est aussi un grand pays d'Afrique, mais qui est un pays, je dirais, parmi tous les émergents, avec lequel nous avons des liens particuliers. Il y a un continuum humain qui m'émerveille toujours, entre la France et l'Algérie, une qualité de relation dès lors qu'elle s'établit sur la base de l'égalité. Est-ce qu'il y a une politique algérienne qui peut vous heurter de la part du pouvoir actuel? Mais bien évidemment, je ne soutiens indéfectiblement aucun gouvernement. Tout gouvernement peut commettre des erreurs. Ça peut arriver de ce côté-ci de l'eau comme de l'autre côté, ça c'est possible. Mais je vois le fond. Et le fond, il est ce qu'a dit le président Bouteflika. Il faut bâtir un partenariat d'exception si nous avons le sens de l'intérêt national de part et d'autre, de l'intérêt national français et de l'intérêt national algérien. Moi, je ne sépare pas les deux. Ça ne me dérange pas
d'être un patriote algérien en même temps qu'un patriote français. Parce que je vois toutes les possibilités de l'Algérie, qui a d'immenses richesses, qui a un peuple de 35 millions d'habitants. Est-ce que ces richesses profitent déjà à son peuple? Mais écoutez, il y a une alphabétisation, une éducation qui est générale. L'Algérie a fait un grand effort qu'on ne connaît pas assez de ce côté-ci de l'eau. Moi, j'ai visité les universités algériennes. Je peux vous dire que beaucoup d'universités françaises ne sont pas au même niveau. Vous le verrez avec François Hollande quand il ira à Tlemcen. Ah oui, alors oui, absolument. On nous annonce effectivement. Déjà, on a fait un peu le ménage pour lui, paraît-il. Hein. Ça va être grandiose, a priori. Vous confirmez? Mais il n'y avait pas besoin de faire le ménage, parce que moi, je l'ai visité il y a un an, c'était magnifique. Je vais vous poser aussi une question sur François Hollande. On a dit François Hollande, l'Algérien, il a été marqué par son stage de l'ENA sur place. Et son élection a été très bien accueillie en Algérie. Oui, je crois que c'est le président français qui a le plus de chances d'arranger les choses. Ah. Oui, il a une audience assez saine en Algérie. Puis c'est quelqu'un qui n'a pas un rapport historique avec l'Algérie. Il est jeune, donc et puis son prédécesseur non plus, Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas la même. Sarkozy a été comme une espèce de conquérant. Et il est allé avec, oui, on l'a vu au cours de son discours, il y avait une certaine arrogance dans son discours, mais avec François Hollande, je crois que c'est un homme d'humilité. Et les Algériens adorent l'humilité. Donc je suis certain que, d'ailleurs moi je me suis toujours battu pour qu'il y ait un rapprochement entre les deux peuples. Je sais que l'intérêt des générations de demain dépend exactement de cette opportunité. Voilà. Et nous y sommes peut-être cette semaine. Alors, un mot, Jean-Pierre Chevènement? Oui, je veux ajouter une chose, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre le discours que tient François Hollande en France et celui qui va tenir dans 2 jours en Algérie, alors que chez Nicolas Sarkozy, il y avait cette contradiction. On ne peut pas hystériser l'islam en France, mais en même temps tendre la main, parler d'union pour la Méditerranée, etc. Il faut être cohérent. Hein, tout le monde nous voit, nous observe. Il n'y a pas un discours pour l'un, un discours pour l'autre. Hein, ça, c'est pas possible. Je dirais même qu'il faudrait peut-être voir l'intérêt commun, parce que céder aux intimidations d'une frange de la société, c'est déjà compromettre toutes les belles initiatives. Voilà pour ce voyage d'État donc du chef de l'État que l'on suivra très attentivement bien sûr sur Public Sénat. Merci à tous les deux. On va retourner à l'Assemblée nationale maintenant avec Michaël Zamès qui se trouve, vous savez, devant le bureau où se sont réunis à huis clos à nouveau aujourd'hui pour la dernière fois semble-t-il avant cet accord pour la sortie de crise à l'UMP, François Fillon et Jean-François Copé. Michaël, les 2 hommes sont sortis? Les 2 hommes sont sortis il y a précisément une dizaine de minutes à peine. Donc plus d'1 heure d'entretien, mais accord ou pas accord, ça on n'en sait rien pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que ce soir risque d'être encore une soirée studieuse pour les 2 hommes. Ils ont prévu des rendez-vous téléphoniques toute la soirée, des rendez-vous techniques. On nous dit du côté de chez François Fillon, on attend, vous le voyez derrière moi, tous les journalistes ici sont présents et on attend visiblement le porte-parole de François Fillon, Jérôme Chartier, qui devrait venir s'exprimer devant la presse. Pour l'instant, Michel, pas encore d'accord. Très bien, merci. Donc, c'est une guerre beaucoup plus inexpiable que la guerre d'indépendance de l'Algérie. Ah oui, encore un mot d'actualité, Jean-Pierre Chevènement. Un mot sur Gérard Depardieu. Vous ne devez pas aimer les gens qui choisissent l'exil fiscal pour ne pas être rattrapés par le fisc dans notre pays. Oui, je n'ai pas d'estime pour son comportement. Vous n'avez pas d'estime pour son comportement? C'est une litote. C'est une litote. Merci à vous, merci à tous les deux. Bonsoir, c'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs. Bonsoir, à demain dès 18h pour Preuve par 3. Notre invitée sera Marisol Touraine, la ministre de la Santé et des Affaires sociales. Et il y a beaucoup de sujets d'actualité sur lesquels elle sera interrogée. Si vous achetez un cuir bon marché, c'est sans doute qu'il vient du Bangladesh, où il est produit dans des conditions inacceptables. Dans les tanneries d'Azariba, aux portes de la capitale, des dizaines de milliers de personnes travaillent pour 40 € par mois, dans le chrome et le mercure. Un drame sanitaire et écologique. Azaribag, cuir toxique, ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Marisol Touraine est l'invitée de Preuve par 3. La ministre des Affaires sociales et de la Santé répondra aux questions de Michel Grossior. Preuve par 3,
Demain à 22h45 sur Public Sénat.